Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page! Salut Bernard. C'est toujours un cadeau. Merci beaucoup. Ben oui, c'est un cadeau. Je finis la semaine avec toi, puis je trouve ça le fun. Alors, parle-nous un petit peu, là. On va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, là, avec la capsule Soyouz. Voilà. Écoute, c'est incroyable. Après ce qui s'est passé à l'autre capsule Soyouz qui est arrimée à la station spatiale, là, t'as une capsule Soyouz qui est obligée de faire un atterrissage d'urgence. Le veut pas, il y a un lien entre les deux. Moi, je te le dis, il y a un complot entre ce qui s'est passé cette semaine et le petit trou dans l'autre capsule Soyouz, mon ami. On a l'impression, effectivement, que c'est une série noire pour le programme spatial russe. Hein? Comme tu l'as mentionné, donc, hier matin, il y a une fusée Soyouz, un vaisseau Soyouz, qui a quitté le centre spatial de Baïkonour au Kazakhstan. Et la mission devait amener un astronaute américain à la station et ainsi qu'un cosmonaute russe. Mm-hmm. Et 2 minutes 45 secondes après le développement, le cosmonaute russe, Alexis Ovtchinine, a annoncé qu'il y avait une perte de puissance. En fait, un des moteurs du vaisseau s'est arrêté, ce qui a entraîné l'expulsion de la capsule Soyouz qui a atterri. Bon, on le sait, contrairement aux Américains, là, si on se rappelle les fameuses missions Apollo, les Américains amérissaient dans la mer avec des parachutes, alors que les Russes, eux, tombent plus abruptement sur le sol avec des parachutes. Mais au moins, ils ont survécu parce que il y a ces deux navettes spatiales qui ont explosé. Une au décollage et une autre à la rentrée, au moment de la rentrée, il y avait une défaillance du bouclier thermique. Et là, dans ce cas-là, donc, le vaisseau se pose, les astronautes, les deux passagers sont sains et saufs, mais évidemment, tu l'as mentionné, c'est un peu une série noire pour le programme spatial russe, d'autant plus qu'une défaillance sur un vaisseau Soyouz, on n'en avait pas eu une majeure depuis 1983, ça fait quand même quelques années, et tout ça conjointement avec le fait qu'on a trouvé en août dernier, tu te rappelles, on en a parlé à quelques reprises ici, ce fameux trou dans un joint d'arrimage sur le vaisseau Soyouz qui est placé, qui est arrimé à la station orbitale, l'ISS, et ce qui est d'autant plus, tu sais que l'arme favorite des théoriciens du complot, c'est les coïncidences et les hasards. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Et dans le cas présent, écoute, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait parlé de cette histoire-là, de ce trou dans le vaisseau Soyouz. On avait annoncé qu'on allait mettre au programme une sortie dans l'espace d'un astronaute pour aller voir quel était le dommage à l'extérieur du vaisseau. Et crois-le ou non, l'astronaute qui avait dans le cahier de charge qui était destiné à aller explorer le trou sur le vaisseau Soyouz, je te le donne en mille, c'était Alexis Ovtchinine, celui qui partait hier. Hein? Ouais. Répète ça, là. Le Alexis Ovtchinine qui pilotait le vaisseau Soyouz, qui est finalement qui n'a pas atteint sa vitesse orbitale, ce Alexis Ovtchinine, dans son cahier de charge, c'est lui qui devait sortir à l'extérieur de l'ISS pour aller explorer le trou. Inspecter à l'extérieur du vaisseau quels étaient les dommages extérieurs au vaisseau spatial russe. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Là, évidemment, les gens disent, mais c'est sûr, dans le cahier de charge, on met un Russe pour aller explorer le vaisseau Soyouz arrimé à la station orbitale, et au moment où le Russe en question part pour aller rejoindre la station orbitale, le vaisseau fait un problème mécanique qui oblige le vaisseau à être éjecté. Mais c'est la preuve que c'est les Américains qui ont derrière tout ça. Les Américains ne voulaient pas que Ovtchinine aille inspecter le vaisseau Soyouz perforé parce qu'ils craignent que Ovtchinine fasse la preuve que c'est un sabotage. Voilà, donc tu réponds parfaitement à la mécanique des théoriciens du complot. C'est exactement de cette façon qu'ils pensent. Mais voilà, à force de te fréquenter, je finis par penser comme eux. Et tu sais que ton point de vue est un peu partagé par, sans pointer directement les Américains, le directeur de l'agence spatiale Roscosmos, Dimitri Rogozin, c'est lui qui, il y a quelques jours, avait annoncé que à l'issue d'une première enquête menée par ses services sur ce fameux trou dans le vaisseau Soyouz, qui, encore une fois, je le rappelle, en août dernier a été découvert et qui avait entraîné une fuite, une chute de pression à l'intérieur du vaisseau, avait conclu donc à l'issue d'une première enquête que ce trou n'était pas une question de hasard
hasard, c'était quelque chose qui avait été fait de manière délibérée. Et voilà. Il faut quand même dire qu'avec 2 vaisseaux Soyouz d'arrimer à la station orbitale au moment de cette découverte, l'un est celui qui est endommagé, il y en avait un autre, et au moment où la découverte de ce trou a été confirmée, c'était en août dernier, il y avait à ce moment-là, à bord de la station spatiale, il y avait 6 astronautes, 3 Américains, 2 Russes et 1 Allemand. Depuis, 2 Américains et un Russe sont revenus la semaine dernière. Il reste donc en ce moment un équipage de 3 personnes à bord de la station. L'Allemand, un Allemand, un Américain et un Russe. Et le vaisseau Soyouz qui est parti hier devait rejoindre l'équipage qui, elle, sera là jusqu'au mois de décembre. Alors là, pour l'instant, le programme spatial soviétique est un peu en arrêt. Tous les vols pilotés, habités sont mis un peu sur la touche en attendant une enquête qui détermine un peu quelle a été la cause de l'avarie du vaisseau Soyouz d'hier. Ah. Et on va pouvoir reprendre également l'enquête sur ce fameux trou, dans un tout petit trou, hein. Et puis, ça fait jaser toute la planète entière. C'est clair, c'est clair. Bon, changeons de sujet, parlons de l'île de Pâques, parce que ça aussi, c'est un grand mystère. Et écoute, cette découverte-là, elle est tout à fait surprenante. Tu sais, quand on parle de l'île de Pâques, ça fait rêver les gens. Je pense que tout le monde, tous les auditeurs ont en mémoire ces images, ces immenses statues qu'on appelle dans le langage, les gens qui habitent sur l'île de Pâques s'appellent les Rapa Nui, hein? Les Pasquans, de leur nom, c'est les Rapa Nui. Et leurs statues, ils les appellent les Moai, hein? Donc, ces géants de pierre qu'on retrouve sont il y en a à peu près 600 sur l'île. Ils sont répartis à différents endroits de l'île. L'île est toujours habitée, excuse-moi. Oui, l'île est toujours habitée. Une population de plusieurs milliers d'habitants. Ah. Et là, actuellement, le gouvernement chilien a mis quand même un holà, je dirais, aux visites, parce que là, à cause de l'intérêt touristique, les gens aiment beaucoup le tourisme d'aventure et il y avait tellement de touristes dans l'île que là, on craignait un peu que ça endommage les statues et tout le reste, parce que c'est quand même considéré comme le patrimoine mondial, hein, c'est sur la liste de l'UNESCO. Donc, on voulait protéger ça. Donc, on a tempéré un peu les visites à l'île de Pâques, mais effectivement, il y a quand même à peu près 2500-3000 habitants sur l'île. Et ce que les historiens se sont toujours posé comme question, c'est dans un premier temps, pourquoi ces statues? Comment l'île a-t-elle pu entretenir une population si importante, et ce pendant des siècles? Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'île de Pâques a été découverte au 18e siècle. Et au moment où les premiers explorateurs arrivent dans l'île, le chantier des statues s'est arrêté depuis peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un siècle qu'on ne fait plus de statues. Et comme les Pasquans, les Rapa Nui, n'avaient pas d'écriture, ils avaient une espèce d'écriture qui ressemblait un peu à des hiéroglyphes qu'on appelait le rongo, mais personne ne sait le lire. Donc, on ne connaît pas trop l'histoire. On s'est toujours questionné sur pourquoi les statues, pourquoi ces endroits de l'île et comment les gens pouvaient s'alimenter en eau potable. Parce qu'il faut le savoir, il n'y a aucun cours d'eau, aucun lac sur l'île de Pâques, si ce n'est de l'eau qui se trouve au fond il y a un volcan sur l'île de Pâques, le Ranuraraku, et il y a une source d'eau au fond du Ranuraraku, un lac qui s'est formé. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas d'eau potable. Et là, il y a une découverte qui est quand même surprenante, qui a été faite par des chercheurs de l'université de Binghamton, dans l'État de New York. Ce qu'ils ont découvert, écoute, des gens futés, ces gens-là. Ils avaient découvert que l'eau de la mer, lorsqu'elle se brise sur les grèves et sur les rochers, comme on est une terre volcanique, ça crée comme une espèce de filtre naturel. Et à certains endroits de l'île, l'eau de mer se trouve ainsi désalinisée. C'est-à-dire que la quantité de sel est tellement basse après ce ressac, donc l'eau qui passe à travers ce ressac sur la pierre volcanique, elle perd ses qualités salines, si je peux dire, et elle devient consommable sans être un danger pour la santé. Et ce qui est surprenant, et là tu vas comprendre, on résout en fait 2 énigmes avec une seule hypothèse, c'est que les statues de l'île de Pâques, elles sont tous placées à différents endroits de l'île et elles regardent toutes vers la mer. Et certaines d'entre elles sont sur une espèce de plateforme qu'on appelle un haou. Et les historiens se demandaient pourquoi avoir choisi ces endroits. C'est au pied de ces statues que l'eau est la plus faible en sel. Ah!
Donc, c'était comme une sorte de marque que l'on faisait autour de l'île et les gens savaient que là, au pied des statues, on pouvait récupérer de l'eau de mer, s'abreuver sans avoir à craindre des dangers pour la santé. C'était quand même remarquable. Donc, on voit, c'était en fait des espèces de repères géographiques pour savoir où aller chercher de l'eau potable. Mais attends un peu, là. Donc, il fallait quoi? Creuser? Non. Au pied des statues, puis il y avait non, à cet endroit-là de l'eau? Les statues sont toutes sur le bord de la mer. Okay. Donc, ça nous disait que à cet endroit-là précis, il suffit de descendre sur la grève et récupérer l'eau qui est dans le ressac, et cette eau-là est consommable. Donc, ces gens-là pouvaient s'abreuver de cette manière-là, récupérer de l'eau en allant directement la chercher dans la mer, mais pas n'importe où dans la mer, à cet endroit où le ressac est très particulier et où l'eau se brise littéralement sur la roche volcanique. OK, ces chercheurs-là, donc, ont prouvé ça. Ils ont Absolument. Prouvé, ils ont des échantillons d'eau au pied des statues qui démontrent que cette eau-là, elle est buvable? Tout à fait. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ah ben là, c'est majeur, cette affaire-là. Absolument, là. Ça nous transforme. En fait, ça vient de répondre à une grande question, en fait, deux grandes questions. Pourquoi ces lieux? Pourquoi les Pasquans, les Rapanouis ont-ils choisi ces lieux pour ériger le statut? Et comment ont-ils fait pour supporter cette population? Les chercheurs de l'Université de Binghamton ont fait le tour de l'île. Ils ont fait des centaines de prélèvements d'eau pour constater effectivement que les seuls endroits où l'eau passe sous le niveau de la consommation, cette eau-là se trouve au pied des statues. Là, et c'est encore vrai aujourd'hui. Là. Oui, c'est encore vrai aujourd'hui parce que la géographie a pas beaucoup changé. Donc, c'est tout à fait remarquable et ça nous amène à une pensée. On voit comment la connaissance empirique de ces gens-là, donc uniquement en regardant la nature, en étudiant la nature, ils ont réussi à trouver et à supporter une population remarquable. Et ces statues, tu disais quand les premiers Blancs sont arrivés, ils avaient cessé d'en fabriquer depuis à peu près un siècle. Oui. Est-ce qu'on ben là, j'ai pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on sait comment ils les fabriquaient? Oui, en fait, quand on visite l'île de Pâques aujourd'hui, on est frappé par le peu de végétation. En fait, l'île de Pâques avait beaucoup plus de végétation il y a 1000 ans, par exemple, et c'est à force de couper des arbres, on creusait, on taillait les statues à même le volcan du Rano Raraku. Ah, voilà. C'est une pierre assez fragile. On faisait la statue, on la sculptait et ensuite elle était déplacée sur des rouleaux de bois et amenée dans l'île. Et à force de couper des arbres, bien évidemment, ça a créé une déforestation. Mais les Pasquans, à un moment donné, on a cru que la civilisation s'était effondrée à cause de cela. Mais on sait aujourd'hui de nouveaux travaux menés dans l'île démontrent que les Pasquans ont su s'adapter. Lorsqu'il n'y avait plus d'arbres, ils ont développé une forme d'agriculture. Ah, c'est très intéressant. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine, Bernard. Merci à toi aussi. Merci.